Bienvenue à Destination Numérique, vous écoutez un tout nouveau balado de formation présenté par Événements Attraction Québec et Formation Infopresse. Moi, je m'appelle Arnaud Granata et je serai votre guide dans cette série sur le virage numérique dans l'industrie touristique. Dans chaque épisode, on parle d'une tendance numérique incontournable avec des experts, mais aussi avec des leaders du milieu. Que vous soyez gestionnaire, entrepreneur, spécialiste, ces conversations, elles vous permettront d'aiguiser votre regard stratégique, mais aussi de bonifier vos pratiques. Quelle que soit la taille de votre organisation, on vous donne des conseils concrets et des ressources pratiques pour vous outiller et vous accompagner vers votre destination numérique. Alors c'est parti! Un défi important pour les événements et les attractions, c'est la fidélisation de la clientèle. Pour y parvenir, plusieurs organisations investissent du temps et de l'argent dans ce qu'on appelle l'expérience client ou encore le CX, pour faire court. L'expérience client, c'est l'ensemble des perceptions et des émotions de la clientèle d'un produit ou d'un service, mais aussi d'un grand événement ou d'une attraction courue, en ligne ou en personne. Aujourd'hui, dans cet épisode, on se demande comment créer une expérience client réussie. Notre experte invitée, c'est Julie Trudeau, stratège pour l'agence Cossette et formatrice Infopresse. Vous pilotez notamment la formation sur mesure Expérience Client. Concevez et optimisez votre parcours client. Bonjour Julie. Bonjour. Ça va bien? Oui. Et notre leader invité, c'est Valérie Terrien, directrice générale du musée Pop de Trois-Rivières. Bonjour Valérie, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Alors Julie, je commence avec vous. L'expérience client ou CX et expérience utilisateur, donc UX, pour si on veut utiliser des abréviations, ça désigne pas du tout la même chose. C'est quoi les différences entre ces deux grandes notions? Je vais le simplifier parce qu'il y a pas mal de débats sur le web. Okay. Mais en gros, UX, c'est utilisateur qu'on dit. Donc, utilisateur, ça veut dire toucher un produit. C'est de la tangibilité. Habituellement, on va raccourcir en disant interaction avec un écran. Mais en vrai, c'est interaction avec n'importe quel produit tangible. Donc, ça, c'est le UX. Le CX, c'est comme la famille qui englobe le UX. Et là, on va aller regarder toutes les interactions avec tous les points de contact d'une expérience client. Et là, le fameux buzzword qu'on entend souvent, journey, c'est là où ça nous touche un petit peu plus, les gens de CX, tandis que UX, l'interaction est plus courte. Donc, on va parler de stories, on va parler de un plus court journey, finalement, en général. Donc nous, aujourd'hui, on parle de CX, d'expérience utilisateur. C'est important, d'expérience client, pardon, c'est important de le mentionner. Merci Julie. Exactement. Valérie, vous dirigez le musée Pop de Trois-Rivières, je le disais un petit peu plus tôt, qui réunit l'ancien musée québécois de culture populaire, pour ceux qui le connaissaient, et la vieille prison de Trois-Rivières dans un même complexe muséal. Parlez-nous de ces deux attractions qui sont très différentes, mais aussi, je crois, très complémentaires. Oui, absolument. Donc, on a le Musée québécois de culture populaire qui est maintenant sous le nouveau nom de Musée Pop, où on met en valeur la culture populaire du Québec. Donc, un musée, collection, il y a toujours une collection d'objets qui sont les assises, en fait, du musée, et est joint au musée Pop, la vieille prison de Trois-Rivières, qui met en valeur un bâtiment patrimonial. D'ailleurs, on fête cette année les 200 anniversaires de la construction de cette bâtisse-là, qui est un bâtiment classé. Donc, dans la vieille prison, on fait des visites guidées, et dans le musée, ce sont des visites autonomes dans des salles d'exposition, et on s'assure qu'il y a un lien entre les deux bâtiments, puisque c'est un complexe muséal, et puisqu'aussi, le système carcéral québécois fait partie prenante de la culture populaire du Québec. Donc, c'est important pour nous de faire ce lien-là. Donc, on a également une expérience dans le musée qui met en valeur le système carcéral québécois pour faire une conclusion ou une introduction à la visite de la vieille prison. Mais c'est super intéressant. C'est vrai que la prison, le milieu carcéral, ça fait partie de notre culture. Donc, il y a des expositions temporaires, permanentes, virtuelles. Bref, comment vous êtes arrivé à créer une expérience cohérente, voire complètement immersive avec tout ce que vous proposez? Oui, donc c'est vraiment important pour nous. En fait, ça fait partie de la planification stratégique et de la vision du musée de s'assurer d'une immersion, donc pour mettre en valeur la culture populaire du Québec. Donc, on veut que le visiteur de tout type de clientèle puisse vraiment vivre une expérience complète et qui ressorte du musée Pop fier d'être québécois, mais aussi impressionné
impressionner, hein, lorsqu'on parle de touristes, qu'on parle de nouveaux arrivants, impressionner de la culture et de l'identité québécoise. Donc, et pour s'assurer que cette expérience-là soit pleinement intéressante et valorisante, on s'assure de varier nos expériences. Donc, par des expositions traditionnelles muséales, mais là, on parle davantage de numérique où on va venir bonifier une expérience autant dans le musée que dans la vieille prison. Donc, dans le fond, tout a un lien. Absolument. Et c'est important pour nous d'assurer une cohérence, comme vous le disiez. Donc, s'assurer que la culture populaire soit présentée dans tous les types d'activités pour assurer la mise en valeur. Même lorsqu'on parle de super-héros québécois ou lorsqu'on parle de prisonniers qui ont été incarcérés dans la vieille prison de Trois-Rivières. Donc, cette cohérence-là, pour s'assurer que le visiteur comprenne bien quelle est la valeur et surtout la mise en valeur de la culture populaire. Donc, c'est important pour nous que toutes les expériences représentent ça. Donc, la cohérence fait partie prenante de notre vision. Bon. Alors, Julie, pourquoi est-ce primordial pour les événements et les attractions de prendre en main cette fameuse expérience client? Vous dites même, Julie, que c'est essentiel de comprendre l'objectif d'un événement ou d'une attraction pour répondre aux attentes des visiteurs. Mais en fait, Valérie vient de me donner un excellent brief, là, si je peux résumer ça rapidement. C'était vraiment, vraiment clair. Tu sais, on parle d'immersion, on parle pas juste, finalement, de lire de l'information supplémentaire, par exemple. L'immersion, c'est un objectif en soi, tu sais, c'est clair. Ensuite, on veut transférer ou bref, pour réutiliser tes mots, immerger les gens dans la culture populaire québécoise, c'est exactement ça. Là. Pour moi, c'est super clair de dire, on va pas dans des interactions de premier abord où on fait juste lire une pancarte pour avoir de l'information supplémentaire sur une œuvre, par exemple. Là, on va vraiment parler de rentrer dans une salle, avoir une expérience qui est peut-être sur plus d'un sens. Donc, je suis jamais allée au musée, je dois l'avouer. Mais ça reste quand même que, pour moi, ça vient déjà d'éveiller beaucoup de solutions dans ce que je fais. Donc, c'est ça. J'ai vraiment le goût de dire, c'est quoi que vous avez le goût de faire ressentir à vos gens, à vos visiteurs, visiteuses. Et à partir de là, tout découle. C'est là où on va aller chercher de la cohérence. Puis ça, c'est mon mot favori en expérience client. Et Julie, quand on parle d'expérience client, on fait aussi allusion aux perceptions, aux émotions qui sont véhiculées. Comment on fait dans une organisation pour tenir compte de ces éléments qui sont quand même très intangibles? Oui, c'est une bonne question. Dans le fond, habituellement, en marketing, on va dire qu'on va aller chercher des émotions parce que la mémoire s'en rappelle beaucoup plus. Ouais. Okay? Donc ça, c'est une technique de fidélisation, entre autres, une technique de s'assurer que les gens recommandent cette expérience-là. Donc, c'est super important, les émotions. Après, comment on va faire pour aller les chercher? Mon meilleur truc, je dirais, c'est que quand vous faites cet inventaire-là, de toutes les interactions qui se passent dans vos attraits, c'est de vous poser la question, où c'est que je peux surprendre mes gens? Où c'est que je peux aller un petit peu plus loin que leurs attentes? Puis en fonction de ça, nous, on appelle ça en bon anglais « delight », mais sinon, ça peut être, moi, j'aime bien dire des moments de surprise. Puis des moments de surprise, c'est pas nécessairement de faire un saut, là, comme l'Halloween approche, là, c'est pas d'aller faire peur aux gens, là, ou de les faire crier, c'est pas vraiment ça, c'est les surprendre en disant « crime, ils ont pensé plus à moi que moi, j'ai pensé à moi-même. » Puis quand vous réussissez à faire ça, c'est là où il y a des émotions plus positives qui ressortent. Et les émotions négatives, on essaie de les réduire le plus possible, qu'on appelle, nous, irritants. Donc, c'est là où on va gérer cette espèce de perception-là émotionnelle ou d'aller chercher, finalement, des émotions positives. C'est quoi un bon exemple d'une expérience utilisateur réussie? C'est une bonne question. Une que j'ai vraiment aimée récemment, c'est dans l'Arsenal, il y a l'exposition Frida Kahlo. Oui, l'Arsenal à Montréal, donc exact. Cet espace d'exposition. Ouais. Exact. J'habite juste à côté, fait que c'est bon. Puis, moi, j'ai fait celle de Monet cet hiver, si je me trompe pas. Ce que j'ai aimé, c'est que tu apprends à connaître l'artiste en premier. Fait que quand tu immerges dans la grande salle, qui est finalement la seule salle, mais la grande salle où, ces œuvres passent et tout, tu peux littéralement prendre tout le temps qui te tente. Mm-hmm. Et ça, moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool parce que les musées, habituellement, je me sens toujours un petit peu pressée parce que là, il y a d'autres mondes qui arrivent. Puis, vu que c'est numérique comme expérience, à un moment donné, ça termine. Fait que tu te sens mal de rester parce que, la prochaine visite arrive. J'ai pas senti ça du tout. J'ai pu rester. Sérieusement, je suis restée 4 fois. J'ai vraiment profité. Mais donc, je pense que ça, ils ont compris que les gens au musée ont juste goût de
vraiment vivre le moment. Puis le moment peut varier pour une personne ou pour une autre. Peut-être que moi, j'avais besoin de plus de relaxer que d'autres, mais ça reste quand même qu'ils m'ont laissé ça. Ils m'ont laissé vivre et moi, j'ai adoré. Donc je pense que ça, c'était bien écouter les attentes des gens. Ouais, à l'Arsenal. Valérie, vous, si je vous demande, outre le musée pour lequel vous travaillez, mais une expérience client, une expérience qui pour vous qui est bien réussie, une expérience utilisateur. Oui, mais en fait, pour reprendre aussi les mots de Julie, on est très connectés. En fait, je pense que l'importance dans tout ça, là, à la base et en amont, lorsqu'on réfléchit à une expérience dans un attrait, dans un musée, je pense qu'il faut vraiment réfléchir quel est le besoin du consommateur. Donc, qu'est-ce qu'il recherche comme expérience? Donc, en amont de tout ça, c'est important de parler avec nos visiteurs et de s'assurer de faire toutes les clientèles qu'on veut rejoindre. Donc, de s'assurer que ce besoin-là soit bien répondu. On parle beaucoup des visiteurs, mais je veux pas non plus qu'on oublie les utilisateurs internes. Donc, souvent, les expériences immersives doivent être bien intégrées aussi dans l'équipe qui va les mettre en place pour s'assurer que l'expérience utilisateur, l'expérience du visiteur soit optimale. Donc, une expérience pratique exemplaire, si on veut, pour moi, bien, c'est sûr que je vais aller dans le même sens aussi que Julie. J'ai vu aussi les expériences immersives telles que l'Arsenal, c'est qu'on est capable d'aller chercher plusieurs sens à la fois dans l'expérience. Donc, on entend, on voit, on prend un moment pour se recueillir, on peut marcher, donc c'est en mouvement. Donc, pour ça, on est capable de chercher tous les sens. C'est une expérience immersive absolument extraordinaire. Dans un musée, ça peut être différent, ou dans une attraction, ou dans un parc d'attractions, ça peut être autre chose. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de s'assurer d'amener une valeur ajoutée à l'expérience de base. Et souvent, le numérique va amener cette valeur ajoutée-là. Donc, le visiteur va vivre une expérience qui est plus traditionnelle dans l'attrait, mais va avoir accès à une nouvelle expérience qui va assurer l'immersion et qui va amener la valeur ajoutée de son expérience à lui, tout en ayant répondu à ses besoins. C'est vraiment un cycle. Mais moi, je vais prendre mon expérience personnelle. Cet été, je suis allé à Disney. Oui. Et j'ai trouvé, et donc on doit télécharger une application avant d'y aller, et j'ai trouvé que Disney avait une expérience utilisateur absolument hallucinante. Bon, je pense qu'ils ont énormément d'argent pour penser à leur stratégie. Il y avait vous parlez de cohérence, il y avait une vraie cohérence entre cette application où on pouvait déjà planifier son séjour, découvrir les attractions, quasiment les vivre en numérique, et quand on arrivait sur place, on retrouvait cette expérience-là et elle était incarnée aussi dans chacun des employés du parc. Et je trouve que, je ne sais pas si l'exemple de Disney, c'est un exemple dans l'industrie que vous utilisez beaucoup, mais moi, ça m'a énormément frappé à quel point l'expérience était quasiment parfaite. Les deux, on s'est regardés, on était comme, OK, on est prêts. En fait, moi, je me rappelle, la première fois que je suis allée à Disney, donc ça recule à comme une vingtaine d'années, puis déjà, il était beaucoup, beaucoup en avant de la parade, donc je suis pas surprise d'avoir ce commentaire-là aujourd'hui. Je pense que eux, ce qu'ils ont su bien faire ou comment ils ont su bien se renouveler, c'est, puis t'as effleuré ce sujet-là, Valérie, il y a quelques minutes, c'est que les employés, dont l'expérience employée est quasi aussi importante. Parce que, ben pas quasi, elle est aussi importante parce que c'est eux qui livrent l'expérience à Disney d'une certaine façon. Il y a les manèges, c'est pas des employés, mais tu sais, ça brise, je veux dire, ça fonctionne toujours pas. Mais pour les employés, ils ont un brief assez clair qui est Create Magic. Puis quand t'as cet univers-là, tu te dis, OK, ben moi, mon but, c'est que les gens soient heureux, qu'ils vivent un moment magique et je dois tout livrer pour ça. C'est mon but. Et on l'entend souvent, là, en anglais, c'est purpose. Là. En français, moi, je l'utilise but. Fait que leur but, tous les jours, c'est de créer des moments magiques. J'imagine que t'as dû en vivre, Arnaud. Mais définitivement, je pense que ça, c'est très clair. Et là, on parle de cohérence, magie. Je pense que Disney a su se renouveler. Encore une fois, là, j'ai fait un signe de monter le cran. Donc c'est ça. Mais donc, la mission, en fait, est claire dans le cadre de Disney. Vous parliez tout à l'heure, toutes les deux de cohérence. Est-ce que c'est ça aussi, quand on pense une expérience client intégrée, totale, cette cohérence, elle doit répondre à une certaine mission, y compris quand on développe une expérience numérique? Tout à fait. En fait, la cohérence, pour moi aussi, est le cycle de l'expérience du visiteur. Donc, ça va débuter dans la planification. Donc, souvent, la planification est même pas
réfléchi. Donc, il faut s'assurer que lorsque le client potentiel est en réflexion d'une planification de visite, il va être capable d'avoir accès à notre contenu. Donc, pour pouvoir planifier sa visite et pouvoir aussi avoir une émergence, comme vous l'amiez tantôt, Arnaud, une émergence de quel type d'expérience on va pouvoir vivre à notre attrait. Donc, en planification, premier élément. Deuxième élément, c'est lorsqu'on arrive sur le site. L'expérience qu'il doit vivre en arrivant sur le site, elle doit être immersive, elle doit être portée aussi par les employés et elle doit donner un avant-goût de ce qu'ils vont vivre exactement lorsqu'ils vont arriver dans un manège, dans une salle d'expo, devant les animaux, dans un zoo, par exemple. Lorsqu'ils vont arriver dans la salle d'expo ou vraiment pour vivre l'expérience, ils vont être subjugués, ils vont être absolument impressionnés. Ils vont souvent aussi, c'est ce qu'on veut, on va avoir dépassé leurs attentes dans leurs besoins du visiteur. Donc là, on est vraiment dans le milieu du cycle du visiteur. Ensuite, ils vont quitter l'environnement et là, ils vont ressortir avec une émotion de satisfaction, de fierté, une émotion de ils ont eu du plaisir, ils ont découvert, ils ont même, ils ont réfléchi aussi, ça leur a amené aussi une réflexion. Et ensuite, pour finir, avec l'émergence de souvenirs positifs. Donc, encore là, on est beaucoup dans l'immersion, même si ça reste intangible, ça reste dans notre tête, on est beaucoup dans se replonger dans une expérience immersive qu'ils ont vécue sur le site. Donc, dans les souvenirs, pour être capable par la suite de le partager à leur entourage, parce qu'on veut aussi que l'expérience soit positive pour s'assurer qu'il y a d'autres gens qui viennent nous voir et aussi peut-être de laisser des commentaires qui soient positifs, constructifs pour s'assurer que l'attrait continue à s'améliorer. Donc, c'est vraiment un cycle dans lequel chacun des parties prenantes, que ce soit à l'interne du musée par les employés et aussi partie prenante du visiteur qui est lui-même un acteur dans son propre théâtre. Puis, est-ce que la version numérique d'une attraction, est-ce qu'elle doit toujours... on parle beaucoup d'immersion. Est-ce qu'elle ne doit être qu'immersive? Est-ce qu'elle peut être aussi pratique? Un autre exemple, j'étais à Barcelone cet été, j'ai été visiter des musées. Il y a certaines applications de certains musées qui, oui, nous permettent de rentrer, de complémenter la visite qu'on fait sur place, mais aussi d'autres fois de commander directement des choses à la boutique, de se les faire envoyer à la maison sans avoir à les transporter, d'acheter des billets en coupant la file, par exemple. Est-ce qu'il y a cette notion aussi pratique dans l'expérience numérique? 100%. Habituellement, on parlait beaucoup de besoins, on a parlé beaucoup de besoins émotionnels, mais il y a des besoins fonctionnels. Habituellement, quand tu fais cet inventaire-là de toutes les interactions dont, par exemple, le visiteur va passer au travers, finalement, dans son expérience, autant en planification qu'à la toute fin en partage, il y a plein d'éléments fonctionnels que les gens doivent accomplir. Des fois, c'est lourd faire ces choses-là fonctionnelles, genre attendre en file, prendre mon billet, faire ma transaction. Toutes ces choses-là, tu essaies de les réduire le plus possible pour ceux qui veulent les réduire. Le truc en ce moment, c'est qu'il n'y a pas tout le monde qui est en full-on numérisation. Fait qu'il faut être capable quand même de trouver le plan B. Tu sais, si je suis capable d'acheter le billet en ligne, il y a aussi des gens qui préfèrent parler à quelqu'un, être sûr qu'ils ont une bonne recommandation de quel genre de billet ils doivent acheter, puis peut-être même ne sont pas à l'aise avec la transaction en ligne pour une question de sécurité ou plein d'autres choses, qu'on sait très bien, nous, que c'est très sécuritaire. Ça reste quand même qu'il faut être capable de faire ces deux niveaux-là d'expérience. Fait que la numérisation, dans ma tête, à moi, ça correspond à ceux qui veulent sauter des fois des étapes ou ceux qui veulent aller plus loin dans l'expérience. Donc, on a parlé d'immersion. On peut parler aussi d'informations complémentaires. J'ai pas eu assez d'informations avec la petite pancarte là, qui décrit l'œuvre. Je veux avoir plus de contexte. Puis là, c'est là où on peut voir, par exemple, une vidéo immersive de Monet qui était en train de dessiner à cette place-là. Tu sais, là, moi, j'ai été 100% nourrie. Puis après, on peut parler de quelque chose qui est encore plus haut que ça, donc venir surprendre l'utilisateur ou le consommateur, le client. Donc la numérisation, pour moi, passe de fonctionnel à émotionnel à surprenant. C'est intéressant. Valérie, oui. Non, je trouve ça super intéressant parce qu'on parle beaucoup du numérique dans l'immersion et dans la création du wow, mais le numérique doit devenir aussi un outil de facilitation de plusieurs choses dans l'opérationnalisation de nos attraits. Tantôt, super bon exemple que vous avez amené, Arnaud. Donc, avoir une application où on peut directement acheter en boutique. C'est une fonctionnalité qui va permettre
peut-être avoir un inventaire un petit peu moins grand sur le site, qui va permettre également de ne pas nécessairement avoir un employé qui est à la boutique et qui gère la boutique. Ça va permettre de donner du temps supplémentaire aux visiteurs pour continuer à faire sa visite plutôt que d'arrêter à la boutique. Donc, il y a plein de fonctionnalités avec le numérique qui peuvent améliorer, en fait, l'opérationnalisation de nos lieux. Puis ça, c'est vraiment pas à négliger. C'est moins sexy qu'une réalité virtuelle ou qu'une réalité augmentée, mais des fonctionnalités qui vont vraiment améliorer l'opération, c'est à ne pas négliger. Et je reviens sur ce que vous disiez, Julie, sur les types de clientèle. On pourrait imaginer, en tout cas, je peux imaginer peut-être que certaines expériences numériques sont réservées à une clientèle plus jeune. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un mythe? Ou est-ce que tout type de clientèle sont aujourd'hui ouvertes à ces expériences numériques-là? Qu'est-ce que vous avez remarqué, Valérie? Oui, bien en fait, nous, c'est sûr que les jeunes sont beaucoup attirés par le numérique. Et souvent, ils vont être très à l'aise aussi avec le numérique. Par contre, moi, j'ai envie de parler d'une expérience personnelle qu'on vit actuellement au Musée Pop. On a un partenariat avec l'entreprise Alaviva, qui est d'ailleurs une entreprise qui est partenaire aussi avec le Musée des Beaux-Arts de Montréal et le Prisme, donc qui est un laboratoire en numérique. Et on teste actuellement, projet pilote, le robot QT. Donc, c'est un robot qui est autoportant, qui est déplaçable dans les RPA, donc dans les résidences pour personnes âgées, justement pour avoir un accès à une médiation culturelle directement par le robot. Donc, une médiation culturelle qui est offerte par un guide qui, lui, est dans le musée. Donc, on vient chercher une clientèle qui est pas très à l'aise avec les nouvelles technologies, mais qui peut avoir, et qui ne peut pas se déplacer physiquement dans les musées, mais qui peut avoir une médiation culturelle, une visite virtuelle, un accès aux pièces des collections par le robot QT. Donc, et là, il faut s'assurer justement que le robot QT soit autonome dans sa fonctionnalité pour pas que le préposé soit obligé de venir aider la personne. Donc, c'est super user-friendly pour employer l'expression anglaise. Mais je pense que oui, c'est possible lorsque c'est bien réfléchi, lorsque c'est bien amené, bien fait et bien cohérent dans l'offre de services. Donc oui, c'est tout à fait possible que ce soit applicable à toutes les clientèles. Bon. Dans la portion de design, derrière ça, parce que de formation, moi, je suis designer UX, habituellement, quand on design un produit, c'est pour une personne, une clientèle. Puis ensuite, on va aller chercher des fonctionnalités connexes pour aller chercher d'autres clientèles. Fait que moi, quand je t'entends parler, Valérie, je me dis, faire un robot pour des personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer, c'est un défi en soi pour un UX. Mais en plus, c'est tellement cool. Mais c'est sûr qu'ils l'ont bien fait s'ils se sont centrés sur un user. Puis je vous le dis, c'est la clé d'une bonne expérience client. Assurez-vous de bien répondre à votre clientèle cœur. Ensuite, vous répondez aux clientèles qui sont peut-être un petit peu plus connexes. Ouais. Comme n'importe quel produit, dans le fond. Il faut avoir un client cible en tête, sinon ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai envie d'aborder une autre notion pour ceux et celles qui nous écoutent. On parle dans le jargon d'une expérience utilisateur, le gap, l'écart d'expérience. Julie, on parle de vocabulaire. Qu'est-ce que ça veut dire, ce gap d'expérience? Le gap d'expérience, dans le fond, c'est le service rendu versus les attentes que la personne peut avoir, que le visiteur peut avoir. Donc, idéalement, il arrive kiff-kiff. Mais quand on parle de gap négatif, évidemment, les attentes sont plus élevées que le service rendu. Ça, on veut le diminuer le plus possible. Ça, on appelle ça des irritants, un gap d'irritants. Si, par exemple, les attentes sont plus basses que le service rendu, c'est là où je parle de delight, là, on parle de surprise. Donc, ça, c'est bien? Oui, idéalement. Okay, on veut ça. On veut des bonnes surprises. Mais pour faire des bonnes surprises, il faut comprendre son utilisateur ou son visiteur. Donc, il faut s'assurer d'avoir les bonnes surprises parce que là, sinon, ça peut devenir un irritant. Non seulement tu n'as pas atteint mes attentes, mais en plus, tu as fait quelque chose qui était complètement non nécessaire, qui m'a rendu la vie plus compliquée. Non, merci. Donc, c'est pour ça que moi, je parlais vraiment là, de cartographier toutes les interactions puis d'aller voir quel gap je peux aller corriger, donc les gaps d'irritants où les attentes sont plus élevées que le service rendu, puis quelles interactions sont les plus importantes pour l'entreprise de venir surprendre l'utilisateur. Et là, il faut que ça parte de l'entreprise, parce que tu viens le surprendre avec ta vision, ta mission. Donc, c'est là où on va peut-être aller chercher des notions d'immersion pour aller chercher d'autres sens que le sens attendu de l'exposition, par exemple. Donc,
moi, je vais dans un événement, si je reviens, c'est que l'écart d'expérience devait être soit très mince, soit très grand dans la surprise, dans la découverte, dans le fond. Exact. Exactement ça. Puis, tu sais, on parlait beaucoup de fidélisation. C'est sûr que le numérique fait une extension à l'expérience sur place. Donc, ça, déjà, ça l'aide beaucoup. La fidélisation, ça vient aussi avec la surprise, par exemple, par des nouvelles expériences sur place. C'est là où j'ai le goût d'y retourner. Donc, si j'ai eu une bonne expérience, puis ensuite, on continue à me surprendre avec une programmation différente, avec des expositions différentes, par exemple, ben, c'est là où j'ai le goût d'y retourner parce que j'ai des nouvelles choses à vivre. Donc, la fidélisation vient aussi avec ça. Intéressant. Valérie, vous disiez en pré-entrevue à notre équipe que le numérique ne pourra jamais remplacer l'esprit, le feeling d'une visite au musée, du sentiment dans une salle d'expo. Julie, d'ailleurs, vous dites souvent la technologie, c'est un outil, ça ne doit pas être un gadget. Pour les personnes qui nous écoutent, quel outil numérique peut les aider à améliorer l'expérience client dans leur événement ou dans leur attraction, selon vous? Bien, premièrement, juste pour revenir sur votre premier point, en fait, pour nous, le numérique est au service des contenus et non pas le contraire. Donc, ça vient vraiment bonifier comment on peut présenter nos contenus. Donc, il y a plusieurs outils numériques qui peuvent être intégrés dans une expérience muséale, mais comme je le disais, ça ne remplacera jamais le feeling d'entrer dans une salle d'exposition et d'avoir un lien visuel direct avec une œuvre ou avec une pièce que quelqu'un a touché ou qui a vécu l'Expo 67 ou la crise d'octobre. Donc, vraiment, ce feeling-là ne pourra jamais être remplacé par le numérique. Par contre, il peut être bonifié. Donc, il existe plein de trucs sur lesquels on peut travailler, comme nous, par exemple, au Musée Pop, je vais y aller avec ma propre expérience, mais on vient bonifier justement avec la réalité virtuelle pour présenter des événements, faire revivre des événements, réalité augmentée pour faire revivre des personnages qui ont été incarcérés dans les vieilles prisons de Trois-Rivières, faire revivre ou ajouter du contenu supplémentaire dans les expositions. On est très, très limité dans le contenu qu'on peut présenter, que ce soit visuel, écrit, audio. Donc, des codes QR, simplement. On peut mettre des codes QR pour venir bonifier, justement, une pièce de collection qu'on n'a pas pu inscrire toute l'information qui était en lien avec cette exposition-là. Il existe plein de petits trucs faciles à intégrer, mais la clé aussi du succès pour intégrer le numérique dans une organisation, c'est de s'assurer de l'adhérence de l'équipe. Donc, il faut que l'équipe comprenne ce que ça va bonifier dans leur propre expérience à eux et au final, qu'est-ce que ça va bonifier dans leurs visiteurs. Donc, il faut avoir l'adhésion de l'équipe. Ça, c'est une des clés du succès, assurément. Oui, l'équipe, absolument. Mais bon, mettons que je vous demande, là, dans les 10 prochaines années, ça va être quoi la principale innovation, la chose qu'il faut, sur laquelle, en tant qu'entreprise, on doit se développer, une compétence, une tendance? Qu'est-ce que vous diriez, Julie? C'est tellement une bonne question. Je suis tellement pas gadget. J'avais le goût de dire... J'avais le goût de dire quelque chose par rapport à l'environnement parce que je pense que faut ramener là. Mais si je pense à une technologie, et je sais pas. Mais moi, mais je veux pas vous mettre des mots dans la bouche, là, mais toute la question des données, du data, est-ce que c'est un peu le nerf de la guerre quand on pense à ce qui s'en vient, là? Mes collègues de Cossette voudraient que je dise oui. Non, mais pour vrai, je suis pas allée là parce que la personnalisation, je trouve ça lourd pour une organisation d'aller là. C'est rare que je le recommande. Puis là, on parle d'attraits touristiques qui peuvent être quand même petits aussi, donc avec pas tant de personnel pour faire arriver une personnalisation. Fait que des fois, je trouve ça irréaliste de proposer cette personnalisation-là parce que quand on demande des données à quelqu'un, on génère des attentes. Si on génère des attentes, il faut être capable d'y arriver. Parce que sinon, on a ce fameux gap d'irritant-là. Tu veux pas ça. T'sais, si je t'ai donné ma fête, fais quelque chose avec ma fête. Donc, c'est pour ça que la personnalisation, allez chercher les données qui vous aident à améliorer votre expérience. Allez chercher pas les données pour les partager à une autre organisation ou pour finalement les garder, les faire dormir dans une base de données. Donc, oui, je pense que oui, connaître mieux nos gens, mais je dirais pas connaître mieux nos gens pour leur vendre plus. Je dirais connaître nos gens pour leur faire vivre quelque chose d'agréable. Ouais. Tu sais,
le monde d'aujourd'hui est un petit peu intense. Fait qu'on peut-tu vivre des belles expériences où on nous demande pas trop de choses? Moi, j'ai le goût de dire ça. Je m'excuse, je suis peut-être un petit peu triste dans le genre de technologie qu'on parle, mais je pense que c'est ça. On doit être dans la bienveillance, dans l'empathie, dans la chaleur humaine, j'ai le goût de dire, tu sais. Donc, des données pour générer de la chaleur. Donc, la modération des données, j'aime ça. C'est ça. Valérie, une tendance là, qu'il faut absolument surveiller, une compétence qu'on va devoir développer là, dans les prochaines années par rapport à l'expérience client? Oui, ben moi, je vais aller vraiment à l'autre bout du spectre. Je pense que le métavers peut être un très, très, très grand, une belle opportunité pour les musées, pour le monde, pour les musées, mais pour les attraits, pour le tourisme. Donc, on soit capable de visiter, de vivre une émotion virtuelle avant de se déplacer. Mais encore là, il ne faut pas que ça devienne le seul véhicule. Donc, il faut être capable de créer une expérience virtuelle qui va être en mesure de teaser pour que, justement, il y ait une finalité que les gens se déplacent sur le site directement. Donc, oui, moi, je pense qu'il faut rester à l'affût là, de cette tendance-là. Métavers, ça tombe bien, Valérie, parce qu'on a un épisode complet sur le métavers, sur comment l'utiliser, comment l'appréhender. Donc voilà, donc tout ça est à suivre dans Destination Numérique. Donc Julie Trudeau, je rappelle que vous êtes stratège pour l'agence COS7, formatrice InfoPresse également. On est très heureux de vous avoir avec nous. Et puis Valérie Thérien, directrice générale du musée Pop de Trois-Rivières. Vous étiez donc notre leader invité aujourd'hui. Ça a été un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. On a appris, on a été inspirés et j'espère que ceux et celles qui nous écoutent repartiront outillés. Donc un grand merci à vous deux d'avoir été avec nous. Merci. Ne manquez pas les autres épisodes de Destination Numérique où il sera notamment question de publicité numérique, de stratégie de contenu ou, oui, pour faire plaisir à Valérie, de métavers. À très bientôt.